Bonjour, je m'appelle David Melmans et je suis le directeur des éditions Forges de Vulcain. Les éditions Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition généraliste qui a été fondée en 2010. Alors si on s'appelle les éditions Forges de Vulcain, c'est parce qu'on apprécie particulièrement la figure de Vulcain. Vulcain, c'est un dieu, donc on ne se prend pas pour des dieux non plus, mais c'est un dieu qui est très particulier dans la mythologie parce que il est très moche, il est très biscornu, les autres dieux l'aiment pas, il est très isolé, mais en même temps, c'est lui qui a forgé les outils des autres dieux, donc c'est-à-dire le trident de Neptune, le bouclier de Mars, le miroir de Vénus ont été créés par Vulcain. Et donc ça veut dire que Vulcain c'est le dieu le plus important parce que c'est le plus nécessaire. Donc c'est une maison d'édition généraliste qui fait des livres dont on espère qu'ils sont des livres nécessaires. Un livre nécessaire, c'est un livre qu'on va accompagner, qu'on va suivre, on va travailler avec l'auteur et voilà. Plus concrètement, donc ça veut dire que c'est des livres de qualité, mais c'est aussi des livres qu'on espère innovants. Après je vais vous dire ce qu'on entend par des livres innovants. Mais voilà, concrètement, on a plusieurs collections. Une collection de littérature qui est notre grande collection qui avance le plus. Une collection de sciences humaines et sociales qui s'appelle Sciences. Une collection de livres d'art et d'artistes qui s'appelle Art, tout simplement. Et une collection d'essais qui s'appelle Essais. On fait des choses très très simples. Parce que vous allez voir, il y a des choses qui après viennent qui sont très compliquées. Donc autant pas se perdre là. Alors je vais surtout vous parler de littérature parce que c'est la première collection qu'on a lancée et c'est la collection où on a tout simplement le plus de titres, le plus de lecteurs, le plus de retours de nos lecteurs, le plus de commentaires, le plus de réactions. Alors la collection littérature, elle est née il y a 3 ans avec un premier titre qui s'appelait Contretemps de Charles Marie. Et alors c'est un livre dont encore aujourd'hui je suis très très fier de l'avoir sorti, même si au début on était vraiment une toute petite maison, donc on n'en a pas vendu des millions d'exemplaires comme on voulait, mais c'est vraiment un très beau texte. Charles Marie, ça suit les aventures de Melvin Épineuse. Melvin Épineuse, c'est une sorte de détective privé, un peu dandy, un peu fou, assez touchant, qui provoque des situations cocasses, qui a un certain sens de l'aphorisme, voilà, et qui doit retrouver Bruno Barre. Voilà. Alors il ne sait pas qui lui a passé la commande pour retrouver ce personnage, qui se révèle être un de ses anciens amis. Et voilà, donc c'est une enquête. Ce que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est à la fois une enquête policière, avec une dimension fantastique, et des vraies exigences littéraires, c'est-à-dire que c'est des chapitres assez courts qui sont vraiment écrits comme des poèmes en prose. C'est à la fois... ce que j'aime bien, c'est que ça s'adresse à des publics très très différents. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, toi tu es lecteur de fiction policière, donc tu aimes ce genre de fiction policière, une fiction policière c'est ça, ça et ça. Ou toi tu es lecteur littéraire, donc un roman littérature c'est ça. Là on avait quelque chose qui... quand l'auteur avait besoin d'aller dans la littérature de l'imaginaire, le récit bifurquait dans l'imaginaire. Quand il avait besoin de faire avancer son histoire comme dans un récit policier, l'histoire avançait. Et voilà, donc pour moi en fait, c'était un très bon livre parce que c'était une manière de montrer ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire on voulait aller contre certaines habitudes de lecture, qui sont des habitudes de lecture qui en fait sont souvent un peu construites par l'édition, pour des raisons plus ou moins commerciales. On voulait montrer qu'on pouvait avoir quelque chose qui partirait dans toutes ces directions, tout en restant maîtrisé, parce que c'est un récit qui est assez court, avec un enjeu dramatique très net. Il y a une fin, enfin un début, commencement, une fin, et une réponse aux questions qu'on se pose au début du texte. Voilà. Alors, je vais vous parler peut-être de ce qu'on fait actuellement en littérature. Alors, en littérature, actuellement, on a un des livres dont je suis très très fier, c'est Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent, de François Chabowski. Alors ça s'écrit Zabowski, SZ, ça se prononce Chabowski. Voilà. Quand vous dites à votre libraire, ne vous trompez pas. Voilà. Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent, c'est un roman feuilleton. Donc on reste dans quelque chose de ludique, où on va contre certaines habitudes de lecture, même si le roman de feuilleton c'était au XIXe siècle le grand roman, enfin le grand genre français.
C'est les histoires de François Chaboeuf. François Chaboeuf, c'est un personnage qui est une sorte de parasite social, parfois sympathique, parfois très très inquiétant, qui est copiste dans une entreprise, jusqu'au jour où l'entreprise fait l'achat d'une photocopieuse, et donc il se retrouve complètement inutile. Et il se met à faire toutes sortes de choses plus ou moins délirantes. C'est-à-dire, par exemple, il séquestre un de ses collègues pour faire virer ce collègue pour récupérer son poste. Voilà. Ça a l'air un peu sordide, mais c'est généralement très drôle. C'est une sorte de satire sociale, c'est un récit d'aventure. Et là encore, il y a une vraie plume. Et il y a toujours quelque chose de très ludique. Alors c'est aussi quelque chose qui revient dans la plupart des romans des Forges. C'est-à-dire, on pense qu'on peut faire des choses très sérieuses de manière très ludique. Et donc on a des romans qui sont très joueurs, où les auteurs aiment plaisanter, et en même temps avec un propos fort. Et c'est pas du tout des choses irréconciliables. Ça peut aller vraiment très très bien ensemble. Et alors, on avait publié tous les épisodes en ligne, et parallèlement on a sorti le livre. Et alors, je vous en parle aussi parce que François Chabowski, il a une grosse actualité aux Forges cette année, puisqu'en juin, on sort le volume 2 des aventures du copiste. Le cycle s'appelle Journal d'un copiste. Le premier volume, c'était Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent. Et le second volume, qui sort en juin, s'appelle Il n'y a pas de sparadrap pour les blessures du cœur. Et c'est... Alors je ne peux pas vous raconter le début du second sans vous donner la fin du premier, donc il faut lire ça. Et c'est un très bon texte. Disons que, sans trop en dire, pour nous c'est un peu comme la trilogie Star Wars, c'est-à-dire le second volume, l'Empire contre-attaque, c'est le volume où l'histoire a été posée, le monde est connu, le personnage est connu, et c'est vraiment l'histoire qui se déploie de manière épique. Et donc le second volume, Il n'y a pas de sparadrap pour les blessures du cœur, c'est vraiment le déploiement épique de ce personnage dans le monde contemporain, mais ça prend une dimension policière, fantastique, héroïque. Je ne peux pas trop en dire, mais c'est vraiment très très bien, et en fait c'est vraiment un super livre, et on est content de le faire, se dire que ça reste fidèle au premier tout en étant une montée en puissance. Voilà. Et l'autre actualité de François Chabowski, c'est qu'à la rentrée littéraire, en octobre, on sort un autre roman de François Chabowski qui n'appartient pas au cycle Le Journal d'un copiste. Et ce roman, dont le titre sera révélé au mois de juin, c'est un très beau roman, plus classique peut-être dans son propos, mais qui conserve cet humour noir, très satirique, très prince sans rire, très... un peu dérangeant parfois de François Chabowski. C'est l'histoire d'un écrivain de province, qui est un écrivain à succès, qui fait du roman du terroir, du très bon roman du terroir. Et un jour, son éditeur parisien lui dit viens à Paris, il faut que vraiment tu te lances dans la vraie carrière littéraire, la grande littérature. Alors c'est intéressant parce que pour nous, c'est un texte qui résonne avec beaucoup de réflexions qu'on a sur comment s'articule la littérature générale, les littératures de genre, les littératures nobles et les littératures en théorie moins nobles. Et l'écrivain arrive à Paris et son éditeur lui dit en fait il faudrait écrire une histoire où il y a du sexe parce que ça vend, sur un truc controversé ou choquant comme la Shoah, et il faut qu'il y ait un canevas classique, donc par exemple le Faust, le Faust de Goethe. Et le personnage se met à écrire ce roman-là, qui est complètement délirant. C'est une sorte de produit littéraire marketing débile, et voilà. Et c'est vraiment un grand roman sur l'errance, c'est-à-dire sur le fait que toute personne à un âge se demande si ce qu'elle fait est effectivement ce qu'elle doit faire sur Terre. Et c'est une question qu'il faut se poser. Et c'est aussi le moment où on peut faire vraiment n'importe quoi. Donc c'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas se lancer, mais c'est une façon de dire sur le fait que il faut vraiment trouver ce qu'on veut faire. Voilà. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup dit sur ce livre, mais voilà, c'est François Chabowski, c'est l'auteur qu'on suit beaucoup. Alors initialement, c'était juste un auteur, et il y a quelques mois, on se rendait compte qu'il travaillait très très bien. On adorait son éthique de l'écriture, donc c'est vraiment
quelqu'un qui écrit énormément. Théoriquement, on pourrait publier 5 romans de lui chaque année. Donc voilà, si vous êtes des éditeurs et vous cherchez un auteur, voilà, un très bon auteur, sachez qu'il y a des romans de François Chabosky qu'on ne pourra pas publier pour des raisons pratiques parce qu'on a d'autres choses à publier aussi. Mais on l'a fait venir aux Forges comme directeur de collection. Donc en fait, il s'occupe avec moi maintenant du domaine français. Donc il repère d'autres auteurs et il les accompagne dans l'écriture. Et alors justement, on a sorti il y a quelques mois, mais on le remet en avant au mois de juin. Et je me suis caché de Geoffrey Lachassagne. Geoffrey Lachassagne, c'est un jeune romancier. Et je me suis caché, c'est son premier roman. Alors Geoffrey Lachassagne, c'est quelqu'un qui est cinéaste et réalisateur de documentaires. Et voilà, il a une maîtrise très impressionnante du récit. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas quand un romancier fait son premier roman parce que il faut apprendre le métier, voilà. Et en fait, Geoffrey nous arrive avec déjà quelque chose de très très maîtrisé. Alors, et je me suis caché, c'est l'histoire de 3 frères en Corrèze. Il y en a un qui est un jeune adulte, un ado, un enfant. L'enfant et l'ado vivent avec leur grand-mère qui est un peu folle, on va dire ça comme ça. Et ils attendent le retour du frère aîné. Et ils vont être livrés pendant 3 jours à eux-mêmes. Et ils vont transformer la ville où ils sont, qui est une petite ville de province, en une sorte de terrain de jeu fantastique. Et voilà. Et François et moi, on a adoré ce roman parce que c'est à la fois un vrai roman d'éducation, avec une vraie voix, puisque l'auteur sait vraiment très très bien capter la voix d'un enfant de 7 ans, d'un adolescent de 14 ans, d'un jeune adulte qui a déjà vécu. Mais c'est aussi un vrai roman d'aventure. François dit, il dit ça en plaisantant, mais je pense que c'est sérieux, que c'est le premier roman d'aventure en zone pavillonnaire corrézienne. Et c'est un peu ça. Donc c'est un roman d'aventure, ça s'inspire un peu de Huckleberry Finn. Ça s'inspire aussi un peu de la Beat Generation dans quelque chose du récit d'adolescence, du côté écorché, dur de l'adolescence. Et en même temps, il y a quelque chose de complètement fantastique, épique, surnaturel dans le récit. C'est aussi très drôle, c'est vraiment un très très beau roman. Donc c'était Et je me suis caché de Geoffrey Lachassagne. Et alors, un auteur fétiche qui va vous révéler beaucoup sur les forges, c'est William Morris. Alors, William Morris, c'est dans le domaine étranger des forges, donc c'est toujours en littérature, mais c'est le domaine étranger, qui est le domaine qui est dirigé par Antoine Bargel, qui est traducteur et directeur de collection. Sur ce volume-là, qui a été traduit par Francis Guévremont, on sort, enfin c'est un énorme pavé. Donc parlons de William Morris. William Morris, c'est un Victorien donc c'est un contemporain d'Oscar Wilde. C'est quelqu'un qui est très connu mais de manière diffuse parce que c'était un architecte, c'était un décorateur d'intérieur, c'était un militant politique socialiste, c'était un peintre, c'était un poète, c'était un romancier, c'était un traducteur, il a tout fait. Et quand il est mort, en fait, que le médecin sort de sa chambre, il vient de mourir et s'adresse aux amis de William Morris et les gens lui demandent de quoi est mort William Morris. Et le médecin a répondu William Morris est mort d'avoir été William Morris, c'est-à-dire d'avoir vécu 1000 vies là où nous n'en vivons qu'une. Et donc c'est un personnage très riche. Et parmi ces différentes vies, il y a une vie où pendant une quinzaine d'années, il a écrit de manière intensive des romans de fantasy. Voilà. C'est un des précurseurs de Tolkien et de C.S. Lewis, donc est cité dans leur correspondance. Ça ne retire rien au génie de Tolkien et de Lewis. Voilà. Mais c'est des récits qui sont très impressionnants parce qu'il est une charnière, William Morris, entre Walter Scott, qui faisait du récit de chevalerie, et Tolkien et Lewis, qui sont dans les pères de la fantasy. Et chez William Morris, il y a l'introduction du fantastique dans la chevalerie, et c'est ça qui crée la fantasy.
avec en plus le fait que William Morris, c'était quelqu'un qui était peintre et imprimeur, donc il a un sens du détail, de l'orfèvrerie, du décorum qui est absolument fantastique, donc c'est très bien écrit. Les scènes sont d'une beauté plastique fantastique, c'est des vrais tableaux pré-raphaélites. En plus, c'est un bon narrateur, il est superbement traduit. C'était aussi quelqu'un qui était donc un militant politique, donc il y a un vrai propos politique dans tous ses romans. Là, par exemple, ce qui est très bien avec le lac aux îles enchantées, c'est que le lac aux îles enchantées, le personnage principal est une femme, petite grive, et c'est un personnage féminin positif. Donc elle n'a pas les vertus qu'on prêtait dans les récits de chevalerie aux femmes, mais c'est vraiment un personnage actif qui prend son destin en main, qui se bat, c'est une exploratrice, c'est une aventurière, et c'est elle qui mène le récit. Et voilà, c'est le récit de ses aventures. Et voilà. Alors, William Morris, c'est un personnage important pour nous parce que, je vous disais, Les Forges, c'est une maison d'édition qui est sous le patronage de Vulcain. Vulcain, c'est le patron des artisans et William Morris, c'est un des grands patrons des artisans. Il a été secrétaire de la Société des arts décoratifs britanniques. C'est un des créateurs du mouvement Arts and Crafts, qui est le grand mouvement artistique britannique de la seconde moitié du 19e siècle. C'était un pré-raphaélite et voilà. Donc, William Morris, c'est quelqu'un qui est à la fois qui a une dimension politique, qui est tourné vers la vie collective, vers, par exemple, quelque chose de très simple. Dans Le Seigneur des Anneaux, une phrase qui revient souvent, c'est on parle de la communauté de l'anneau, la fellowship de l'anneau. Et la grande phrase de William Morris, qui a été retenue par tous les Britanniques qui sont nés au début du XXe siècle, c'est « Fellowship is life », c'est-à-dire l'amitié au sens noble, c'est ça le sel de l'existence, c'est ça qui fait l'existence. L'artisanat, c'est quelque chose qui lie les artisans entre eux. Au sein des forges, les forgerons, c'est-à-dire les gens qui travaillent aux forges, mais aussi au sein de l'édition qui lie les éditeurs, les petits éditeurs entre eux. Voilà. Donc William Morris, c'est vraiment un personnage important pour nous parce qu'on a traduit ce roman, mais on a déjà traduit 3 autres. Et on a un programme pour en traduire une vingtaine d'autres. Alors c'est étalé sur une dizaine d'années, mais c'est un très très beau projet avec beaucoup de très très bons traducteurs et le soutien du Centre national du livre, voilà, qui nous aide beaucoup parce que c'est des traductions très très lourdes à mener. C'est un auteur qui n'avait jamais été traduit en français. Pour être tout à fait honnête, en fait, ses essais ont souvent été traduits, mais sa fiction n'avait jamais été traduite, à l'exception d'un récit qui est une utopie, pardon, qui s'appelle Les Nouvelles de Nulle part, et qu'on trouve chez pas mal d'éditeurs. Je signale d'ailleurs que ces essais, il y a une traduction qui vient de paraître chez Rivage, chez Payot Rivage, qui s'appelle « Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre ». Je crois que c'est ça, « Pourrions vivre ». Et c'est traduit par Francis Guévremont, qui est aussi traducteur chez les Forges, enfin aux Forges. J'allais poser la question, c'est bizarre. Traducteur aux Forges, voilà, de William Morris. Voilà. Et alors les artisans, c'est à la fois des gens qui font des choses de qualité, mais aussi qui font des choses innovantes. Tout comme William Morris, c'est quelqu'un qui a inventé plein d'objets fantastiques et voilà. Vulcain a inventé les armes des autres dieux. Nous, ces jours-ci, on a une petite innovation technologique, c'est que on sort une collection de livres numériques, des livres qui n'existent que en numérique, qui sont disponibles sur notre site, mais là, exceptionnellement, on vend une petite carte qui est en fait une clé USB aux couleurs des forges, avec la mention derrière Fiction Inside. Il y a une petite blague, ça nous fait rire, je vous disais, on est très joueurs et voilà. Donc, en fait, on s'était rendu compte de quelque chose, c'est que nous on aime bien lire en papier, on essaie de faire les meilleurs livres papier qu'on peut, mais on aime bien aussi lire en numérique, pour plusieurs raisons. C'est parce que lire en numérique, ça permet d'accéder à des livres qui ne sont plus en papier parfois, ça permet d'acheter des livres parfois moins chers, et c'est important parce que quand on lit beaucoup, au bout d'un moment c'est un peu cher, et surtout ça permet d'avoir des textes courts aussi, puisque par exemple la nouvelle, qui est un grand genre littéraire, c'est un genre qui est parfois difficile à publier parce que soit il faut faire un recueil complet, soit il faut faire un micro-volume. Donc je trouve pas ça très pratique. Donc je me disais, le numérique, c'était l'occasion de sortir des textes courts. Voilà. Donc sur ça, il y a 4 textes courts. Alors je vous laisse vous rendre sur notre site internet pour les découvrir. Alors il y en a un dont je voudrais vous parler, pour montrer qu'on est vraiment
très intéressés par l'innovation. Il y en a un qui s'appelle « Avec l'assentiment du reptile » de Grégory Mion. C'est son premier roman publié. Et « Avec l'assentiment du reptile », ça a été écrit d'une façon un peu atypique. C'est que une maison d'édition, c'est quelqu'un qui reçoit des manuscrits et qui doit faire une sélection entre tous ces manuscrits. Et je trouvais que parfois on ne recevait pas beaucoup de bons manuscrits, alors que les gens écrivent, et puis je me disais, est-ce que les gens écrivent assez? Je disais, il faudrait peut-être que plus de gens écrivent. C'est-à-dire, je connais des gens qui écrivent et je me dis, ils ne devraient peut-être pas trop écrire, eux. Et il y a des gens que je connais qui sont très créatifs et je pense qu'ils devraient écrire et ils n'osent pas, ou ils sont un peu paralysés, ils sont un peu timides. Et je me dis qu'il faudrait les pousser et les encourager. Alors, le travail d'éditeur, c'est d'encourager une personne, mais on se rendait compte qu'on donnait souvent les mêmes conseils aux gens. Et on s'est dit, pourquoi pas donner des conseils aussi aux gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a créé un petit outil qui s'appelle DraftQuest, qui est en train de sortir. Alors DraftQuest en anglais, c'est la recherche de brouillon. C'est un petit logiciel qui vous accompagne dans l'écriture du premier jet de votre roman. C'est un logiciel qui est gratuit. Voilà, et je précise que tout ce que vous écrivez sous DraftQuest vous appartient. Et les forges ne le publieront pas. Voilà. Là, on l'a fait pour Grégory Mion parce que c'était lui qui avait testé le prototype l'an dernier, donc c'était important de le faire. Mais voilà, les textes vous appartiennent et voilà. Et l'idée avec un logiciel comme ça, c'est que, en fait, dans la chaîne du livre, on n'intervient pas souvent sur le lecteur. Enfin, on n'intervient pas souvent, pardon, sur l'auteur. Qui se retrouve très seul. C'est bien d'être seul pour résister aux mauvaises tentations, c'est-à-dire de faire n'importe quoi parfois, mais par moment le lecteur a le droit, comme tout le monde, à du soutien et voilà. Et je vous parlais de William Morris. William Morris, c'était un grand artisan et un des aspects de l'artisanat, mais c'est entre artisans se soutenir, s'encourager, s'enseigner des choses les unes les autres, apprendre les uns des autres. Et en fait, avec ce logiciel, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire donner un outil aux gens. On ne fournit pas le talent, on fournit juste l'outil. Il n'y a pas un robot qui écrira à votre place, voilà. Mais c'est une façon d'encourager les gens à écrire quotidiennement et à retrouver le plaisir d'écrire comme tout loisir créatif. Au lieu de faire de la musique ou du dessin, écrire. Voilà. Un exemple de... Ah, comment ça fonctionne? C'est un logiciel, par exemple, l'écriture. Souvent, les gens attendent quelques mois, attendent d'avoir du temps libre pour écrire. Donc ils disent, cet été j'aurai 2 semaines de vacances, je vais écrire de manière intensive. Ça a l'air d'être une bonne idée, mais il y a pas mal d'études qui prouvent que c'est pas du tout une bonne idée, parce que si vous n'avez pas une pratique régulière de l'écriture, ça va être très dur d'écrire le jour où vous vous lancez dedans. Et on essaye de... En fait, c'est un peu comme la pratique sportive. La pratique sportive, si vous voulez reprendre du sport, reprendre une activité sportive, il faut en faire un petit peu au début et en faire régulièrement. Et donc c'est un logiciel qui encourage certaines conduites, comme par exemple écrire quotidiennement. Pas écrire trop, écrire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voilà, monter peut-être en puissance petit à petit. Mais voilà, donc ça c'est un des aspects du logiciel, c'est-à-dire ça encourage la régularité et la progressivité. Il y a plein d'autres petites fonctionnalités. En fait, on s'inspire beaucoup de tout ce qui se fait dans les ateliers d'écriture. Il y a plein de choses absolument géniales qui se font dans les ateliers d'écriture. La France a plein d'ateliers d'écriture depuis assez longtemps. Aux États-Unis, il y a beaucoup de cours de creative writing. C'est simplement qu'il n'y a pas beaucoup de solutions en ligne qui permettent d'utiliser ces dispositifs. Et donc on a trouvé un moyen de le faire qui soit un peu ludique, un peu social. Voilà, je pense l'avantage c'est qu'on reste une maison d'édition, on reste en plus une maison d'édition qui est très concentrée sur le contenu, sur l'accompagnement des textes et des auteurs. Et donc on est assez bien placé pour donner des conseils. Mais le but c'est pas du tout de soutenir une esthétique particulière, parce que les forges ont une esthétique, je disais, qui est faite un peu de jeux, de jeux par exemple sur les frontières entre la grande littérature et les littératures de l'imaginaire, donner des ambitions littéraires aux littératures de l'imaginaire, donner de l'imagination et de la créativité à la grande littérature,
Et donc ça, on a une esthétique qui est propre. Le but de l'outil DraftQuest, c'est pas de pousser dans un sens particulier. Donc c'est vraiment aux gens de se l'approprier, de nous dire quand ils ne sont pas contents du site, que le site ne les aide pas, et voilà, pour que nous on l'améliore, et voilà. Tout comme quand on fait un livre, on est au service de l'auteur, là on est au service de l'utilisateur du site. Alors, on se lance, les éditions Forge de Vulcain se lancent avec Leapfly dans l'opération Un éditeur se livre. On est vraiment très très content de le faire avec Leapfly et avec vous, chers blogueurs. Le livre qu'on va vous proposer, c'est Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent de François Zabowski. C'est le premier volume du journal d'un copiste, Les aventures de François Chaboeuf. C'est satirique, c'est de l'humour noir, c'est un roman feuilleton, c'est à prendre au premier, au second, au troisième et à l'X degré. Et le second volume paraît très bientôt, j'espère vous le proposer aussi. Ça s'appellera Il n'y a pas de sparadrap pour les blessures du cœur. J'espère que ça vous plaira. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Vous pouvez me joindre sur david@ausforgesdevulcain.fr, sur le Facebook des Forges, sur Twitter. Et voilà. Et vous pouvez aussi passer par Leapfly, bien sûr, pour poser vos questions. Et voilà, mais on a envie de connaître vos avis et on vous souhaite une très très bonne lecture.